Ça te dit on parle lecture? Parce que moi, oui. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait le top de mes lectures de 2023, en roman et en manga. Et il est temps maintenant de passer aux updates lecture. Donc bon, on va le dire, un format classique des chaînes Booktube. Bah du coup, incontournable, incontournable. Il est temps aujourd'hui de commencer par mes premières lectures de l'année 2024. Alors, certaines choses vont sûrement se répéter si vous avez déjà vu les autres vidéos parce que j'ai lu quelques suites. Il se trouve que, première lecture, j'ai pas pu résister. Et vu que j'avais lu le premier et le deuxième tome, j'ai continué à Cotard. Et d'ailleurs, j'ai tellement continué, tellement continué que, me voilà à jour. Ouais, j'ai pas pu m'arrêter. Vous comprenez le coup de cœur de fou que ça a été? Parce que non, je n'ai pas pu arrêter. Et du coup, je voudrais remercier ma sœur et surtout une super amie qui me harcèle avec Cotard depuis des années. Il faut le savoir, elle se reconnaîtra. Salut Fanny. Tout ça pour dire que, je les ai lus. Voilà, ça a été tout mon début d'année 2024 avec quelques mangas qui vont venir. Rassurez-vous, je pense que d'ailleurs cette update lecture va être coupée en deux parce que j'ai déjà trop de choses à vous dire. Cotard, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ni la première vidéo et qui vivent dans une grotte comme moi depuis très longtemps. Donc dans le premier tome, on suit Fer, qui est la plus jeune d'une famille pauvre. Donc elle vit avec ses deux sœurs et son père en plein hiver. Ils vont mourir de faim si elle ne va pas chasser. Le problème, c'est que plus elle chasse loin, plus elle risque de mourir et de froid et de faim, et de rencontrer les fae, ces créatures qui vivent derrière le mur, et qu'on n'a pas vu, ou en tout cas qu'on évite de voir depuis très longtemps, parce que il y a des tonnes de rumeurs qui disent que s'ils vous attrapent, soit vous finirez morte, soit on vous reverra plus, donc soit parce que vous êtes morte, soit parce que vous êtes esclave de l'autre côté du mur. Bref, plein de rumeurs, toutes plus joyeuses les unes que les autres. Sauf qu'un jour, Fer, du coup, en allant chasser pour sauver sa famille, réussit à chasser un cerf, mais tue le loup qui convoitait aussi sa proie. Sauf que le loup est tellement gros qu'en fait, elle se rend compte que c'était pas un loup, et que c'était sûrement un autre fae. Et ça n'a pas manqué, et en réparation de la mort de son homme et de ses amis, un seigneur fae va venir la réclamer. Tamlin, le grand seigneur de la cour de printemps, vient la réclamer et exige qu'elle vive de l'autre côté du mur pour pallier en fait à la mort qu'elle a causée. Et débute alors toute une histoire dont Fer et d'autres personnages seront évidemment les héros, et auxquels je me suis si profondément attachée que ça a été impossible, mais vraiment impossible de lâcher mes lectures. Je vous ai parlé dans mon bilan roman de coup de cœur qui a été le deuxième tome notamment. J'étais pas non plus hyper fan du premier, mais sauf de la fin, voilà. Mais le deuxième a été un énorme coup de cœur et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais la suite. On m'a gentiment offert toute la suite à Noël. Et du coup, je me suis jetée dessus. Donc, le troisième tome a été sublime. Vraiment, on ferme un acte, mais on sent qu'il y a une suite. Elle est très forte d'ailleurs, Sarah J. Maas. Elle a un côté très... je termine une histoire, mais elle n'est pas vraiment terminée, donc vous allez avoir une suite. C'est très bien fait, l'évolution de Fer est dingue, l'évolution de plein d'autres personnages aussi. Je peux pas trop vous en dire, parce que sinon c'est vraiment spoiler la suite. Pour le coup, il y a tellement de rebondissements dans cette saga que je peux pas vous parler de ce qui se passe dans chaque tome. Du coup, je vais juste vous parler de mes impressions, pour le coup. Si vous voulez qu'on en discute un peu plus, je serai ravie de le faire avec vous en message privé sur Insta ou en commentaire pour certains, mais évitez d'aller regarder les commentaires, du coup si vous ne voulez pas de spoilers, soyez gentils entre vous aussi. Pleine d'émotions, des personnages que je pouvais pas saquer commencent à faire un début de rédemption. Bon, on en reparlera après parce que bon, ça ne va pas continuer, mais en tout cas, dans ce tome-là, j'ai pas pu lâcher, j'étais happée, il y avait de l'action, plein de choses qui ont été semées depuis le départ en fait, ou depuis les deux autres tomes, prennent vie réellement dans ce tome-là. Les personnages deviennent un peu comme des membres de ma famille, enfin c'est comme des amis qu'on n'a pas envie de quitter et que j'ai tellement pas eu envie de quitter que j'ai enchaîné très rapidement avec un palais de glace et de lumière. Et j'étais d'ailleurs d'autant plus ravie que quand je l'ai fini et quand je l'ai lu en grande partie, parce que vous remarquerez qu'il est pas très gros, c'est un tome d'entre-deux qui fait la liaison justement entre le tome 3 et le tome 4.
On est dans un temps plus de paix et on retrouve nos personnages qui, après une très grande bataille et tout ce que ça enchaîne, essayent de continuer à vivre, essayent de voir comment ils vont affronter la suite. Et il neigeait quand je l'ai lu, et comme on est en plein solstice d'hiver, c'était juste parfait. On n'est pas sur le tome le plus intéressant, le plus prenant, mais c'est une sorte de petite pause qui est très très sympa. Bien sûr, on est encore du point de vue de Fer, mais on commence aussi à partir dans le point de vue d'autres personnages qui va faire la liaison du coup avec la suite, dans lequel Fer n'est plus entièrement au centre. Bien sûr qu'on ne la quitte pas entièrement, ni elle, ni les personnes très proches d'elle. On continue à entendre parler de la suite de son histoire, mais c'est d'autres points de vue qu'on va aborder dans la suite. Et le 4e tome me faisait très peur pour ça. Parce que dans ce 4e tome, bah, on aborde le point de vue de Nesta et Cassian, je tiens à dire. Bon, ceux qui ont déjà lu comprendront de qui je parle. Si vous l'avez pas lu, bah, je vais juste rester dans le côté. En fait, c'est un personnage qui, depuis le début, est plutôt détestable. Elle a des moments où on se dit « Ah, un regain, ça y est, je vais commencer à l'aimer. » Et en fait, non. Et quand on croit que c'est enfin fini, et ben elle retombe au fond. Et là, on se dit, ça va être compliqué parce que si c'est elle, l'héroïne de notre tome, et puis vous voyez, c'est pas un petit tome, hein, on est sur une belle taille. J'y suis allée vraiment à reculons, et en fait, mais j'ai été tellement happée. Bon, déjà parce que Cassian, parce que je l'aime d'amour, voilà, c'est un personnage extraordinaire. Je suis dégoûtée, par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils ont mis un tampon ici sur la couverture, désolée, petit aparté. Un petit tampon avec marqué moins de 18 ans dessus. Et ça me laisse des petits trucs de colle et j'arrive pas à les enlever. Si vous avez des techniques de mamie bah pour nettoyer les couvertures quand ils laissent des tampons dégueulasses dessus, mettez-les-moi en commentaire s'il vous plaît, aidez-moi parce que j'aimerais réussir à les nettoyer sans ruiner en fait ma couverture. Bref, désolée. Une fois cette aparté faite, un palais de flammes et d'argent a été une grosse claque. Parce que je pensais ne pas supporter de ne plus avoir Fer en fait au centre de ma lecture. Je m'attendais à ne pas aimer et j'ai adoré. J'ai adoré parce que là on a un vrai chemin de rédemption. Je me suis énormément attachée à Nesta alors que je pensais que c'était pas possible. Vraiment pas possible. L'évolution de ce personnage mais aussi de d'autres personnages. Et alors l'alchimie avec Cassian est tellement folle. Pour les fans de romantaisie où il y a un petit peu olé olé, ce roman m'a fait aussi passer par tout plein d'émotions. J'ai pleuré littéralement 2 fois en lisant ce roman. Et pas juste la petite larme, tu sais, qui te vient au bout. Non, non, j'ai pleuré. J'ai rigolé en lisant parce que bah, les personnages sont toujours aussi hilarants. Et on est attaché, donc toute la petite bande qu'on apprécie, c'est toujours un plaisir de les voir évoluer. Nesta a une vraie grosse évolution, elle se met un bon coup de pied là où je pense, si vous voyez ce que je veux dire. Et punaise, ça fait du bien. Ça donne un vrai espoir pour la suite et en le lisant, j'étais caliente. Parce que autant dans certains tomes, il y a des scènes un petit peu olé olé sympas, autant dans celui-là, mamma mia, c'était très enflammé. Donc si vous aimez bien ça, n'hésitez pas. Alors attention, rassurez-vous, il n'y a pas que ça pendant tout le roman, c'est anecdotique, hein. On est sur quelques scènes et c'est pas la majorité des scènes du roman. Ce qu'il faut résumer de cette première partie de l'update lecture, c'est que si vous n'avez pas lu Cotard, qu'est-ce que vous attendez? Sortez de votre grotte, faites comme moi! Dépêchez-vous de vous ruer en librairie ou dans votre palle s'il attendait comme moi depuis très longtemps et rentrez enfin dans ce monde qui vaut carrément la peine d'être vécu. Et parce que je n'ai quand même pas lu que du Cotard ce mois-ci, j'ai lu le tome 3 de Akane Banashi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce manga qui a eu énormément de com de la part de Kion, on suit Akane qui est une grande fan de son père qui veut devenir un grand nom du rakugo. Donc le rakugo, c'est un art théâtral ancestral qui se raconte donc avec une seule personne sur scène, qui va raconter des petites histoires en devant interpréter les voix des différents personnages seuls sur scène. C'est un grand art japonais que je connaissais que très peu, donc que de nom en fait, et que j'adore découvrir à chaque fois dans chaque tome de Akane. On est sur un shonen qui fait
plaisir. Moi, quand j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai trouvé ça ultra rafraîchissant. Akane a un caractère qui est très entraînant. Si vous avez lu Arte, moi, elle me rappelle beaucoup ce personnage dans le côté un peu uluberlu par rapport à son époque et surtout par rapport à la tradition dans laquelle elle s'ancre et qui, du coup, fait un peu l'effet d'une tornade, mais qui a une volonté, une force de travail pour s'améliorer constante. Et ça fait plaisir. Donc en fait, on est quand même sur une idée de vengeance parce que son père, en gros, a dû quitter le monde du Rakugo, pas parce qu'il le désirait, mais parce qu'il y a été obligé par un homme qui l'a carrément viré, en fait, de ce monde-là, sans aucune raison, alors qu'il avait fait une performance extraordinaire. Et Akane veut prouver à cet homme qu'il a eu tort. Et là, on commence à arriver dans des tomes où elle va pouvoir commencer à se frotter à cet homme-là. Et c'est toujours aussi prenant. Akane ne fait que grandir. Là, elle a un nouveau défi à relever qui est impressionnant. On croise aussi d'autres personnages qui sont aussi fans de Rakugo qu'elle et qui devraient normalement pas être dans cet art-là. Je parle notamment d'une actrice en fait qui fait des voix normalement et d'une doubleuse et on lui dit de rester un peu à sa place et que le Rakugo c'est pas fait pour elle et qu'elle essaye quand même. C'est hyper intéressant, c'est des histoires très touchantes de personnes qui veulent réussir. Chose aussi très sympathique, je n'ai pas encore vu de traces de romance donc dans ce shonen et pourtant je pense que vous allez finir par comprendre que j'adore la romance, c'est pas la question. Mais là, ça me fait plaisir qu'au bout de 3 tomes, Akane n'ait pas encore l'ombre d'un love interest. Je m'explique. Quand les personnages de shonen sont des femmes, souvent, on leur met quand même une histoire d'amour à côté, que j'apprécie parce que ça fait partie de la vie, hein, l'amour. Mais là, ça fait plaisir qu'elle soit vraiment entièrement consacrée à son art et qu'on voit juste une jeune fille qui veut réussir et qui va prouver aux autres qu'elle peut réussir. C'est inspirant, c'est beau, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle! Toujours un bon moment jusque-là. J'attends de voir la suite pour voir si ça continue ou pas. J'ai également lu ce mois-ci le tome 6 de l'Éden des sorcières. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais vous l'avez sûrement déjà vu passer. Donc l'Éden des sorcières de Yumeji, aussi publié chez Kion. C'est une beauté, ça ressemble à aucun manga que j'ai lu jusque-là. Dans l'Éden des sorcières, on va suivre Pili, qui est une jeune sorcière, en fait, de ce qu'on en sait, dans un monde où, en fait, les plantes ont disparu et les humains ont du mal à se nourrir. Les sorcières sont les dernières à entretenir les plantes et à vivre dans des sortes de petits jardins à chaque fois où elles gardent ces fameuses plantes qui ont l'air d'avoir aussi leur propre voix. Pili a grandi donc reclus dans une montagne avec une grande sorcière qui fait pousser des plantes. Un jour, malheureusement, Pili veut quand même aller à l'extérieur alors qu'on lui a interdit parce que les sorcières sont chassées et tuées parce qu'on les accuse de garder pour elles les plantes qui permettraient de nourrir tout le reste des humains. Mais Pili n'y tient plus, elle sort et elle se fait malheureusement repérer et va mener malheureusement à sa perte la femme qui l'a élevée. Cette femme va lui donner en dernier espoir pour la sauver Hawk, une espèce de créature mi-loup, mi-plante, qui est en fait une créature magique qui doit la mener à Éden et qui va donc sauver Pili des mains des humains. Et il va lui dire que sa mission est de trouver l'Éden, le dernier endroit où les plantes grandissent réellement et où les sorcières sont censées se rendre. Ça va être du coup le début d'un grand chemin initiatique pour Pili et Hawk, donc cette créature. Et ça fait maintenant 6 tomes du coup que je suis leurs aventures. On est dans un univers très médiéval, fantastique. Je sais pas si vous arrivez à bien voir à quel point c'est beau quoi. On est dans un univers limite un peu à l'occidental avec et le dessin moi ça m'a frappé, ça change. C'est pas lisse, c'est pas très épuré, c'est juste j'ai l'impression d'être dans une espèce de vieux livre de contes un peu médiéval qu'on me raconterait. Pili est très attachante, c'est vraiment la jeune fille naïve qui a vécu au fond de sa montagne et qui va découvrir le monde, en fait, que ce soit des humains ou des sorcières, et de tous les gens qui les côtoient, et la dureté, en fait, de ce monde qu'elle ne voyait pas depuis sa montagne, depuis la cave dans laquelle elle vivait avec sa grand-mère. Et c'est beau parce qu'ils arrivent à vraiment, à chaque fois,
trouver le point qui fait mal. Les personnages sont tous nuancés, ou presque. On sent la folie chez des gens qui ont vécu des choses horribles, on sent le malheur, on sent la détresse, on sent ce que les hommes sont capables de faire quand on meurt de faim et quand la faim s'annonce, en fait. C'est plein de magie, c'est plein de belles histoires. Chaque personnage rencontré ramène une nouvelle pierre, une nouvelle pièce de puzzle, en fait, à l'apprentissage de Pili dans sa vie de sorcière. Le 6e tome est toujours aussi bon. Je vous avoue que le cliffhanger m'a laissé... il va me falloir le 7e tome. Il va me falloir le 7e tome parce que là, on a Pili et O qui sont dans une situation catastrophique. Et je sais pas comment ils vont s'en sortir, vraiment pas. Et du coup, là, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite. Et ça fait plaisir, quoi. Je suis pas en train déjà de me dire, ouais, bon, bah ça va se passer comme ci, puis ça va se passer comme ça, et puis c'est cool. Non, j'en sais rien. Donc j'ai lu le 3e tome de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde de Kanemoto et de Hikari Shibata au dessin, édité chez Mana Books. C'est l'histoire de Mio que vous voyez sur la couverture, qui va taper à la porte du coup de d'Obara, qui est un jeune geek otaku. Ils ont été dans le même lycée mais ils étaient même pas amis en fait. Lui était l'otaku de service, elle la fille populaire dans son petit groupe. Pas méchante hein, mais juste populaire, ils vivaient dans un autre monde. Ils s'attendaient surtout pas à la revoir parce que, bah, comme je le disais, ils étaient même pas amis. Sauf que voilà, alors qu'elle tape à sa porte, elle lui annonce qu'il faut absolument qu'il l'aide. Parce qu'elle se souvient qu'il était otaku et qu'il lisait des isekai. Il n'y a que lui qui pourra l'aider à retrouver son fils parce qu'elle lui explique qu'en gros, son fils, tout le monde pense qu'il est mort d'un accident percuté par un camion. Mais elle sait et elle en est persuadée, il a juste été transporté dans un autre monde comme dans les livres qu'il aimait tant lire. Donc les isekai, c'est des mangas vraiment spécialisés dans des personnages qui traversent les mondes en fait pour devenir les héros dans un monde un peu fantasy, parfois qui ressemble un peu à des jeux vidéo. Je généralise, hein, mais c'est le principe de base. Vous voyez un petit peu le drame arriver. En gros, tout le manga repose sur ce côté de cette femme qui vit le deuil de son enfant et qui est persuadée qu'il a traversé les mondes et le reste du monde qui pense qu'elle est juste devenue folle. Et là, c'est terrible parce que là, on est dans un tome où on commence à se demander si, en effet, c'est pas elle qui vit son deuil et qui le vit d'une certaine façon. Je sais pas si l'auteur essaie juste de nous amener petit à petit à voir que, en fait, Mio était vraiment juste en deuil et que bah, son fils n'a pas été transporté dans un autre monde. Mais on n'en est toujours pas sûr. Là, on est sur un tome qui est beaucoup plus sombre, très dur. On se retrouve confronté vraiment à la dureté de son deuil et à comment elle le vit, comment les autres le vivent autour d'elle et comment ils réagissent par rapport à sa façon de vivre le deuil aussi. C'est très émouvant quoi, c'est très touchant, ça prend en plein cœur et ça continue à me faire dire qu'il faut absolument lire ce manga qui n'a pas assez de visibilité. S'il vous plaît, donnez-lui sa chance, il mérite carrément qu'on s'intéresse à lui. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, foncez, moi j'attends le 4e tome avec impatience. En plus, je crois qu'il est terminé en 5 tomes. Donc ça va, c'est une petite série. J'ai également lu le tome 2 de La chasse aux cadavres de Ozui Yamazaki, donc édité aux éditions Saka. On est un petit peu entre Stranger Things et les Goonies. Moi j'aime bien le résumer un peu comme ça. Mais au milieu d'un vrai thriller avec un gros tueur en série. Donc bon, plus précisément, on est sur un groupe de jeunes collégiens qui profitent de l'été pour partir en vélo à l'aventure, à la recherche de leur ami qui a disparu et qu'on soupçonne avoir été tué par un tueur en série. Ses amis, à cette petite jeune fille, décident de partir en vélo sur ses traces pour essayer de la retrouver. Évidemment, ils vont se heurter à pas mal de choses, donc dans leur périple, vous vous en doutez, et dans ce 2e tome, bah voilà. Bonjour Calcifer, tu dis bonjour? Bonjour. Calcifer veut bien vous parler de La chasse aux cadavres aussi. Voilà. Oui, donc on a cette rupture entre le côté très naïf de ces enfants et le côté des adultes, le côté plus sombre qui s'affirme de plus en plus, et cette enquête que je pensais qu'il allait être finalement une enquête un peu banale avec un tueur en série, qui s'avère finalement pas si simple que ça, et là les rebondissements dès le tome 2 m'ont laissé, complètement sur les fesses. Il me faut la suite.
Si on peut faire le bilan de ce début 2024, c'est qu'il est déjà très très bon. Après, il faut dire que j'ai misé principalement que sur des suites de choses qui me plaisaient déjà beaucoup. J'ai voulu bien commencer l'année, j'ai pas pris trop de risques sur mes lectures pour le moment, donc pas étonnant que tout soit bien passé. Et on se retrouve du coup pour le prochain update lecture que je devrais vous tourner dans pas longtemps. Je vais vous donner des indices sur les titres et si jamais vous voulez retrouver ou que ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à mettre vos propositions en commentaire. Si vous trouvez, je vous le dirai évidemment. Mais on va parler d'histoire d'amour, que ce soit en milieu des fantômes et de la musique, que ce soit sur une exploitation de thé avec une histoire d'amour pas forcément voulue, d'histoire d'amour qui essaye de se reconstruire au milieu d'un échange de maisons qui finalement ne s'avérera pas si sympathique que ça. On va parler d'un tunnel qui traverse le temps et on va également parler d'un webtoon qui est actuellement mis en animé et qui dépote évidemment tout. Pour le moment, je vous donne que 5 titres. Si vous les trouvez, jouez avec moi et mettez-les en commentaire. Et d'ici là, vivez de très belles aventures. Et on se revoit bientôt. Matane!